Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Ce soir, nous avons une conférence dédiée donc à l'Afrique australe, au cœur donc de la nature sauvage. Alors, comme d'habitude, je vais attendre juste quelques instants et introduire doucement pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc voilà, pour parler de cette région incroyable qui est à notre sens la mieux préservée, l'Afrique australe, donc qui comprend la Namibie, qui offre à la fois des paysages de désert, de grande faune, la réalité de tribus, la région du Zambèze avec son fleuve Chobé et la plus grande concentration d'animaux le long d'un fleuve, tout proche les chutes Victoria, parmi les plus spectaculaires du monde. Bref, tout un ensemble de richesses que nous allons vous présenter ce soir à vous tous qui êtes apparemment intéressés par cette destination merveilleuse. Comme d'habitude, je vous rappelle un petit peu comment se présente la plateforme. Vous avez donc la possibilité de poser des questions via le chat qui se trouve donc à droite de votre écran. Voilà, vous pouvez poser vos questions et nous répondrons à toutes ces questions plutôt à la fin du webinaire. Nous tenterons d'y répondre au fur et à mesure dans le chat, mais pour que ces réponses puissent profiter à tous, nous y répondrons également à la fin des présentations de nos différents intervenants. Nos intervenants, justement, ce soir, que je vous présente dès maintenant. Donc, nous avons avec nous Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces, qui est un habitué des conférences plutôt polaires, mais qui est ici ce soir pour vous parler de cette région qu'il connaît bien, de l'Afrique australe, puisque il est avant tout un scientifique qui a étudié donc bon nombre de régions du monde. Également avec nous ce soir, Élodie Marcheteau, géologue de formation et guide chez Grands Espaces, qui a notamment accompagné le dernier voyage Afrique australe en octobre dernier et qui vous parlera donc de ses souvenirs de voyage. Et puis également Isabelle Brisset, qui est notre chargée de production et qui vous parlera ce soir donc de notre bateau et lodge sur notre voyage Afrique australe et les trésors de l'Afrique australe. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Christian pour qu'il puisse nous introduire cette jolie destination qui est l'Afrique australe. Oui, merci Laureline et mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. J'aurai pour seule illustration pratiquement cette carte parce que je vais laisser à Isabelle qui va nous montrer bateau et lodge et Élodie qui va nous montrer le déroulement du voyage en images, le privilège de montrer cette destination d'exception. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de vous parler régulièrement des régions polaires, d'ours blanc, de banquise, d'iceberg. Non, ce soir, j'ai envie de vous parler de la deuxième partie de mon cœur, qui est l'Afrique. L'Afrique où j'ai étudié, dirigé une équipe de recherche pendant 3 ans au Kenya sur les interactions entre les grands prédateurs, notamment le guépard, le léopard, les hyènes et les lions. Et depuis, à l'époque, on disait souvent entre les Français et de l'étranger, si tu restes 6 mois en Afrique, tu y reviendras tout le temps. Et c'est mon cas. J'y reviens régulièrement, même si j'habite en Bourgogne et si mes étés se passent dans le Grand Nord. Mais c'est aussi Grands Espaces. Il fut un temps, il y a 20 ans, nous faisions des voyages polaires et puis beaucoup d'entre nous, on demandait à des guides comme moi qui connaissaient l'Afrique ou d'autres qui connaissaient l'Inde, le Népal, d'autres qui connaissaient le Canada ou l'Amazonie, mais pourquoi vous ne faites pas des voyages dans d'autres régions? Et c'est pour cela que, à côté du catalogue bien épais, polaire, arctique et antarctique, notre gamme s'est fleurie de belles destinations hautes en couleurs, autant peuple, autant animaux, et qui s'appelle le Pacifique, qui s'appelle les voyages découvertes, dont l'Afrique, dont évidemment aussi des voyages, des réveillons. Il y a 2 réveillons, l'un en Islande, l'autre au Groenland, qui vont se passer dans quelques semaines, et dont notamment l'Amazonie, puisque certains d'entre vous le savent, nous sommes engagés très tôt avec l'Amazon Dream en Amazonie. Nous avons contribué à la mise en place d'un bateau qui est la Jangada, et sur lesquels nous faisons des voyages réguliers.
L'Afrique, donc, je dirais que c'est tout à fait normal que nous y soyons, nous nous y intéressions en tout premier lieu. Et je voudrais vous dire quelques mots sur ce continent extraordinaire, ce continent que très souvent nous autres, en termes d'histoire, on voit que comme un continent colonisé et décolonisé, mais qui est en fait un continent où nous trouvons nos origines, avec Touma au lac Tchad et au Tchad, avec Lucie, ses ancêtres, pas du Serengeti, pardon, de la Tanzanie, avec ensuite ces royaumes de Nubie, d'Égypte extraordinaires, qui avec la Rome antique, avec la Grèce antique, ont fait notre civilisation, ont forgé notre civilisation. L'Afrique est très riche de ces peuples nombreux, divers, variés. De nos jours, l'Afrique, c'est un continent gigantesque qui fait environ 50 fois la superficie de la France, 30 millions de kilomètres carrés, 54 États, un continent extrêmement riche et diversifié. Et alors qu'il n'y avait en 1900 en 2000, que 818 000 habitants, il y en a 1,5 milliard aujourd'hui. C'est vous dire que l'Afrique est en fait un continent du futur parce qu'il y a une démographie extrêmement importante et d'autre part des ressources très présentes. On connaît évidemment les ressources en or de l'Afrique du Sud, du Botswana, de Centrafrique, du Mali aussi. Les ressources en pétrole. Un tiers des ressources mondiales sont globalement sur le continent africain. Par rapport à ça et par rapport à ces richesses, évidemment, on peut nous autres, en termes de protecteurs de la nature et d'amour de la nature, se demander mais que devient la nature là-dedans? C'est qu'effectivement, il n'y a que, je dirais, 14,2% du continent qui est protégé, mais c'est énorme quand on pense que d'autres parties du monde, bien plus vastes et larges, si je puis dire, sont moins protégées en superficie. Il y a des conflits entre le nombre d'habitants, c'est sûr, et ces grandes régions sauvages qui sont évidents. Alors, dans ce contexte-là, et quand on voit la carte de l'Afrique, on se rend compte d'abord qu'il y a deux grandes régions désertiques, le nord, je dirais, et puis la région du Kalahari au sud, la grande région très pluvieuse du bassin du Congo, qui a une forêt équatoriale, qui est proche de celle de l'Amazonie en termes de pluviométrie, en termes de température et en termes d'abondance et de richesse. Mais pourquoi nous nous intéressons, nous autres, surtout à l'Afrique australe? On va ce soir parler de Namibie d'une part et d'Afrique australe, pas de l'Afrique du Sud en tant que telle, mais de pays qui s'appellent Botswana, Zimbabwe et puis Namibie donc. C'est parce que l'Afrique australe est certainement la région, vous voyez cette Afrique du Sud, où il y a à la fois du vert, du jaune, du rosâtre, c'est la région la plus variée. C'est là que se trouvent des grands fleuves. Le fleuve Zambèze, par exemple, est le 4e plus grand fleuve d'Afrique, de 1750 km. C'est là que se trouvent des plateaux montagneux. La Namibie est à environ 2000 mètres d'altitude en moyenne, avec de nombreux déserts. C'est là que se trouvent les grands déserts. C'est là que se trouvent les savanes les plus variées, les savanes à la fois ouvertes, arbustives et arborescentes. Et c'est pour cela que nous allons clairement vers cette région. La deuxième raison, je devrais dire qu'elle est un petit peu humaine. C'est que c'est une région stable, une région qui n'a pas les relents islamiques radicaux qu'on a dans certaines régions d'Afrique, hélas. C'est une région catholique, protestante, et qui est une région sûre, avec notamment dans les pays où nous allons des vraies démocraties, parce que sur les 54 pays, à vrai dire, il n'y a que 5 démocraties totales, vraies. L'île Maurice, le Ghana et le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. Donc, on va vers des pays qui, pour nous autres Européens, semblent relativement stables, mais si on y va, c'est avant tout parce que l'histoire est fabuleuse, les peuples sont géniaux, et la faune. De même qu'on va dans le Grand Nord pour voir l'ours blanc, on va en Afrique pour voir la faune. Et je ne prendrai que 3 exemples. D'abord, celui de l'éléphant. Vous le savez toutes et tous, les populations d'éléphants étaient de l'ordre de 4 millions. 3 à 5 millions. Vers 1900, il n'y en a plus qu'environ 415 000. Et sur ces 415 000, ils sont principalement en Afrique australe et 130 000 se trouvent au Botswana, 100 000 au Zimbabwe. 2 pays en Afrique australe qui ont la moitié de la population relictuelle d'éléphants au monde. Les rhinocéros, eux aussi, ont beaucoup diminué. La population prend un tout petit peu suite aux nombreux efforts qu'ils ont faits pour
juguler le braconnage. Il y en a peut-être 20 000, mais en dehors du Kenya, ce sont 3 pays, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie, qui ont les grandes populations de rhinocéros. Je terminerai en prenant l'exemple des lions. Les lions qui eux aussi ont été chassés, surchassés. De 100 000 individus en 1960, il n'y en a plus que 25 000, et qui eux se trouvent dans les 4 pays de l'Afrique australe. C'est là qu'ils ont les plus grosses populations. Botswana, Namibie, Afrique du Sud et Zimbabwe. Vous comprenez que c'est vers ces pays qu'on se dirige en premier lieu. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la Namibie. On va juste présenter quelques images de Namibie, mais très rapides, des images volées, je dirais. La Namibie, c'est d'abord un pays très grand, puisqu'il, avec plus de 800 000 km², c'est la France et l'Italie ensemble. C'est énorme, 825 000 km². Mais c'est un pays extrêmement peu peuplé en hommes, en animaux, comme vous voyez cette image d'Etosha. Oui, mais en hommes très peu, que 2,6 millions d'habitants. Figurez-vous que la Namibie est l'avant-dernier pays le moins peuplé du monde. Le moins peuplé du monde, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le Groenland. Hein, et ensuite, c'est la Namibie. Pourquoi? Entre autres, parce que la Namibie, c'est le pays aux 5 déserts. Et nous allons maintenant les voir, ces 5 déserts. D'abord, Etosha, des grandes plaines, des pannes, comme on dit, PAN, des grandes plaines salées, qui couvrent, allez, 93 000 km², il y en a 23 000 qui sont protégés en parc national, mais c'est quasiment la superficie de la Belgique, c'est gigantesque. Et là-dedans, l'homme, depuis 1907 en tout cas, a créé des points d'eau. Et ces points d'eau, c'est ce que vous voyez sur cette image, ce sont des lieux de rassemblement d'éléphants, de zèbres, de gazelles, d'antilopes, d'autruches, d'oryx. Ce sont des points de concentration fabuleux. Et nous longeons d'habitude dans des lodges qui sont soit à la périphérie, soit dans le parc. Nous allons régulièrement dans un lodge qui est dans le parc. Alors là, c'est toute la nuit le défilé des animaux les plus fabuleux. Ça va des guépards, des lions, en passant par les rhinocéros qui, toute la nuit durant, passent sur ces points d'eau qui sont éclairés. C'est le spectacle d'une faune fabuleuse. On commence en général nos voyages en Namibie par le parc d'Etosha. Et la photo suivante va vous montrer ce qu'est la Namibie. C'est véritablement le Damaraland, c'est le désert de cailloux, que ce soit des roches éclatées anciennement par le gel des gels, de nos jours tannées par le soleil, ou que ce soit des vallons désertiques où se trouvent quelques petites végétations, avec les éléphants du désert, avec les girafes du désert, avec les lions du désert. C'est ce qui fait ce plateau de 2000 mètres d'altitude environ et qui est principalement la Namibie, des paysages de toute beauté avec quelques plateaux sommitaux, avec quelques sommets. Et puis, avant d'aller vers le bord de mer, et on va voir sur la photo suivante cette abondance de phoques qu'il y a ici, on est en bord de mer, on est dans la région de Swakopmund, Walvis Bay. Là, ah non, là, il ne fait plus les 30 degrés ou les 28 degrés du mois d'octobre hein, ou de fin septembre. Non, non, là, il fait un petit 15 degrés très agréable. On part en bateau, on voit des phoques et on voit même de temps en temps un éléphant de mer qui nous vient avec les courants froids, le courant froid de Namibie, de Mengele, et qui longe cette côte comme vous avez en Amérique du Sud le courant de Humboldt qui emmène quelques manchots, je dirais, d'une espèce bien particulière jusqu'aux Galapagos. Vous avez ici une abondance, un désert vivant, un désert très riche en bord de mer, un désert de bord de mer. Et ensuite, on retourne vers l'Est avec la photo suivante pour montrer véritablement, allez, là c'est Big Mama, c'est le nom de la dune, il y a Big Papa, Big Mama ou Big Dada. En fait, ce sont ces dunes qui sont en croissant, en arcane, en arc de cercle, en épi, dans des formes très différentes qui sont toutes forgées par le vent. C'est l'image d'Épinal de la Namibie, que ces grandes dunes, avec ce désert du Namib qui couvre près de 100 000 km², qui est absolument gigantesque et qui est tout simplement fabuleux. Là, pour se promener, regarder l'ombre des gens qui est projetée sur la dune, il faut pas y aller à midi, il faut y aller de tôt matin, et c'est toute une vie que nos guides vous montrent de tôt matin comme ça, quand on voit, quand la vie peut encore se montrer sans être automatiquement écrasée par le soleil. Et ensuite, on va encore plus à l'est. Et c'est là que l'on voit
les sables rouges du Kalahari, ce désert superbe qui flirte avec la Namibie. Et c'est là que on voit évidemment dans ces déserts du Kalahari également toute la faune faite de gazelles d'antilopes, mais aussi de lions, de girafes. Bref, un pays extrêmement riche. Mais maintenant, je voudrais vous dire deux mots, et avant que Élodie et Isabelle ne puissent parler en détail du voyage que nous faisons en Afrique australe avec cette croisière sur le lac Kariba, de cette Afrique australe où, pour le moment, nous faisons des voyages qui vous montraient un certain nombre de belles choses. Mais nous avons ajouté cette année une autre belle, j'ose pas dire chose, car c'est un lac. Ça a été quand il a été conçu entre 1955 et 59 par un architecte français d'ailleurs et une compagnie italienne. Le plus grand réservoir d'eau douce du monde, c'est maintenant le 5e, c'est le lac Kariba, gigantesque. 57 000 personnes ont été déplacées, énormément d'animaux ont été déplacés dans les années 1955-60, et les animaux mis dans un parc national superbe qui est le parc de Matusadona que l'on va évidemment visiter. Mais maintenant, c'est un lac gigantesque, un lac de 220 km de longueur sur une quarantaine de largeur, très peu profond, jusqu'à 78 mètres, disons 31 mètres de profondeur. Et c'est un lac qui est peuplé évidemment de poissons, donc une végétation, une faune abondante, une végétation qui est faite de mopanes, vous savez, ces arbres, mais qui ont été desséchés, si je puis dire, par le soleil, mais qui sont abreuvés par l'eau, et cela donne cette forêt d'arbres morts que l'on peut trouver, je pense notamment au film dans lequel joue de Lelouch, joue Jean-Paul Belmondo, Itinéraire d'un enfant gâté, où beaucoup d'images sont prises de ce lac Kariba et de ces arbres un peu fantomatiques, parmi lesquels on trouve évidemment les hippopotames ou les varans, mais parmi lesquels en bord de côte on trouve une faune extrêmement abondante, puisque indiscutablement le lac Kariba sert à l'électricité. C'est pour ça qu'un barrage a été fait au lieu de Kariba, au village de Kariba, mais aussi sert à l'eau, évidemment, pour la population, et sert à l'eau pour toute la faune qui se trouve sur ce lac. Et c'est donc à bord d'un bateau qu'on va visiter ce lac, mais Isabelle vous en parlera plus tard. On visite aussi un autre lieu qu'on visite en petit bateau, en annexe, dirions-nous presque, en petit bateau de métal, parce que au pays des hippopotames ou des crocodiles, il vaut mieux pas avoir de zodiaque, et qui est une branche du fleuve Kwandu. C'est Chobe. Le parc national de Chobe est au Botswana, mais juste en face, il y a la Namibie, un peu plus loin, il y a la Zambie et le Zimbabwe. Autant vous dire que ici, c'est un lieu où les peuples d'une part et où la faune d'autre part étaient particulièrement abondantes. C'est simple, Chobe, c'est le lieu au monde où il y a la plus grande concentration animale du monde. Et si on parlait en poids, ce serait encore plus, puisque c'est là que se trouve, allez, dans le parc de Chobe, il y a à peu près 90 000 éléphants. Vous êtes là avec le matin et le soir, comme toujours, hein, parce que sinon la chaleur écrase, et nous y allons au moment justement des périodes sèches pour que les animaux puissent être vus au bord de l'eau. Mais vous êtes en train de regarder des zèbres ou de regarder tout simplement des pindades ou des vanneaux qui ont tout d'un coup des boules de bouche, des boules de la brousse, une matriarche avec son troupeau d'éléphants et qui trompe au vent, vient vers vous et vient tout simplement d'abord se boire, ensuite se sperger, ensuite se rouler dans la boue. C'est la fête sauvage permanente. Ensuite, évidemment, quand les photographes sont rassasiés, on va un peu plus loin et on prend l'apéritif en regardant tout cela au coucher du soleil. Mais ce sont des moments absolument délicieux, des moments de fête sauvage que l'on voit le long de ce fleuve Chobe. Évidemment, on passe aussi par Victoria Falls. Victoria Falls, c'est cette grande faille, vous savez, une énorme faille en Afrique qui va de Djibouti jusqu'à l'Afrique du Sud, qui fait les grands lacs africains et qui fait cette grande fracture de 1700 mètres de longueur qu'on appelle Victoria Falls parce qu'elle a été nommée en 1855 par l'explorateur Livingstone du nom de la grande reine Victoria. Ce sont là des chutes d'eau gigantesques qui, avec celles du Niagara et d'Iguassou à la frontière entre
divers pays au Brésil, sont les plus grandes chutes d'eau. À mon sens, c'est peut-être les plus belles, pas les plus abondantes, ça c'est Iguassou, pas les plus spectaculaires, parce que les Américains font tout en mieux, on va dire, c'est Niagara, mais certainement les plus belles, les plus très, très, très impressionnantes. Alors on visite le parc, on visite aussi, on en profite pour passer dans le parc national du Zambèze, le long de la rivière Zambèze, et puis pour arriver finalement aussi ensuite dans l'Okavango. Et je terminerai simplement cette présentation de ce voyage par l'Okavango, cet énorme delta intérieur. C'est une rivière qui prend naissance en Angola, qui ensuite, et qui va dans le Botswana, et qui sur 18 000 km² étale un gigantesque delta. Le plus grand delta d'Afrique, c'est celui du Niger, hein, mais c'est le second plus grand delta. Et sur 18 000 km², vous avez là environ 11 millions de kilomètres cubes d'eau qui vient tous les ans. Autant vous dire que l'Okavango, c'est l'eau, le marécage au milieu du désert. Inutile de vous dire aussi la luxuriance de la végétation, l'abondance de la faune dans ce delta de l'Okavango. Alors pour visiter cela, le gouvernement botswanais, avec beaucoup d'intelligence, a dit je vais donner ça à des concessions. Et ces concessions vont être en charge de la gestion, à la fois comment on y arrive. Comment on y arrive par des petits avions. Il y a une soixantaine de lodges, certains tous les pieds dans l'eau. Ça veut dire qu'on peut faire des promenades en pirogue, en mokoro, des promenades en bateau en aluminium, ou alors des promenades à pied, certaines sur les franges, et nous préférons nous aller sur les franges, non pas avoir les deux pieds dans l'eau, mais avoir le lodge avec les pieds dans l'eau, et derrière avoir un petit peu de terre pour qu'on puisse faire des safaris en 4x4. Pourquoi? Parce que c'est là que l'on voit à ce moment-là les grands prédateurs, je pense aux lions et aux léopards en particulier, mais aussi qu'on peut faire des safaris de nuit. Donc, il vaut mieux parfois être en marge de l'Okavango que véritablement au centre. Donc, Okavango, Rivière Chobé, Victoria Falls et Lac Kariba. Maintenant, vous allez les voir, vous allez les découvrir non plus au travers de mots et de paroles, hein, mais vous allez les découvrir avec des connaisseurs, je connais aussi, j'étais déjà des dizaines et des dizaines de fois et j'ai travaillé dans ces régions, mais il y a longtemps, en 1990. Mais avec Élodie qui en revient, Élodie Marchesso qui a guidé notre groupe, et avec Isabelle qui, elle, connaît parfaitement le bateau et les lodges que nous allons visiter. Merci beaucoup Christian, merci de m'avoir fait une si belle introduction. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette webconférence. J'ai vu aussi passer quelques noms de personnes qui étaient présentes sur le dernier voyage, donc je vous remercie d'être là également. Donc comme tu l'as souligné Christian, ça a été un voyage fabuleux, un voyage qui, je pense, a marqué les esprits, a laissé des traces dans les cœurs, parce que comme tu le dis, l'Afrique, elle ne laisse pas indifférent. Elle grave quelque chose en chacun et ça fait partie des souvenirs que je vais vous partager maintenant, en images surtout. Et puis, je reprendrai aussi quelques cartes pour placer évidemment notre itinéraire. Donc, la première partie de notre voyage, donc on a atterri à Victoria Falls. Alors, est-ce que je ne sais pas si on voit ma souris ici. Donc, Victoria Falls qui est ici. Non, on ne voit pas ma souris. Bon, non, alors, Victoria Falls, c'est vraiment la petite partie au niveau de la limite du Zimbabwe. Là. Donc, on a commencé notre belle croisière, notre beau voyage en arrivant à Victoria Falls et en découvrant le Zambèze dont Christian a parlé, donc ce magnifique fleuve qui prend sa source. Donc là, vous avez tout son parcours, hein, depuis le nord-ouest de la Zambie, son point d'immersion, enfin, de sortie à l'extérieur, c'est Kalene Hill, hein, sur un grand plateau à 1500 mètres d'altitude. Et puis, au fur et à mesure de son parcours vers l'ouest et puis vers le nord du Zimbabwe, donc il fait vraiment frontière naturelle au niveau de plusieurs États, dont la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. Et puis, il va finir par se jeter au niveau de l'océan Indien, dans ce qu'on appelle le delta du Mozambique. Donc, ce fleuve, il a son importance, et bien évidemment, pour les populations, comme l'a dit Christian. Hein, c'est un fleuve qui est très, très large, qui a un énorme débit, donc d'où la création
des centrales hydroélectriques, des grands barrages comme celui de Kariba, dont Isabelle reparlera encore. Et puis, si on va sur la partie Mozambique, il y a un autre grand barrage de Cahora Bassa. Donc, c'est ces barrages qui fournissent l'hydroélectricité, notamment pour la ceinture de cuivre qu'on appelle cette zone d'extraction du cuivre qui se trouve entre le nord de la Zambie et le sud de la République du Congo. Donc, voilà, l'électricité est aussi utilisée pour ça. Et il y a une partie qui est aussi vendue à l'Afrique du Sud. Mais voilà, bien sûr, c'est pour les populations aussi. Et ce fleuve Zambèze a vraiment une connotation presque sacrée pour les habitants là-bas. Il y a encore beaucoup de traditions, notamment à l'ouest de la Zambie avec les Lozi qui font des déménagements du roi tous les ans dès qu'il y a les premières pluies qui arrivent. Donc voilà, ce fleuve, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui marque, qui a marqué le début de notre découverte de l'Afrique australe et de manière assez majestueuse, j'ai envie de dire. Donc, je vais passer sur notre première sortie. Une fois arrivés à Victoria Falls, nous avons navigué sur ce grand fleuve Zambèze, sur ce bateau qui s'appelait le River Odyssey. Et à partir de là, nous avions vu déjà une première image, un premier apéritif, j'ai envie de dire, de toute cette faune qui est, bien sûr, comme le disait Christian, très, très abondante dès qu'il y a de l'eau. Donc, comme ces échassiers, cigognes à bec ouvert, les oies d'Égypte, et puis ces grands paysages de forêt sur les berges. Donc, assez vite, on a pu voir des éléphants qui étaient tout d'abord isolés, qui se cachaient un petit peu dans les feuillages. Nos premiers hippopotames. Je vais pas le montrer sur une photo, mais il y avait aussi des crocodiles. Donc, on a vu notre premier crocodile à terre. Donc, voilà, tout ça, ce sont des petits morceaux qui ont mis en appétit tous nos passagers pour la suite du voyage. Et la fin de cette belle croisière sur le Zambèze a été marquée par ce troupeau d'éléphants qui s'est montré, on les a vus jouer, on les a vus vraiment utiliser l'eau pour boire, pour se nettoyer, aussi sur certaines parties, quand ils remontaient sur la berge, utilisaient la poussière. Voilà, c'était vraiment un spectacle très touchant de voir ces femelles, ces jeunes, parfois c'est tout petits qui cohabitaient. C'est parfois des jeunes mâles aussi qui se mélangeaient puis qui repartaient. Donc, c'était vraiment un bel avant-goût, une bonne première journée au contact de l'Afrique australe. Et moi, ce que j'aime particulièrement en Afrique, et j'ai pas suffisamment voyagé dans le monde pour voir s'il y a ces couleurs partout dans le monde, mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est ces ambiances de coucher de soleil avec ces lumières. J'aurais d'autres photos, mais vraiment dans les roses, dans les violets. Il y a une ambiance qui est typique de là-bas. Et je trouve qu'on le voit vraiment sur ces photos-là. Donc, je vais avancer sur notre deuxième journée, notre deuxième partie de voyage, qui est les chutes Victoria, à proprement parler, donc à Victoria Falls. Donc, les chutes Victoria, alors, moi, j'ai une casquette de géologue, Christian vous l'a un peu expliqué, la particularité de Victoria Falls, c'est cette configuration de canyon. Donc, je vous expliquerai juste après un petit peu la formation, pourquoi il y a ce canyon, qui est vraiment, pourquoi il a cette forme, pourquoi il a cette extension. Mais voilà, on arrive à Victoria Falls et on est d'abord touché par les gouttelettes, en fait. Il y a toute une ambiance de cette humidité qui est là et qui a d'ailleurs donné en partie son nom à ces chutes dans son nom traditionnel, qui est la fumée qui gronde, puisque avant les gouttelettes, bien avant, on entend le bruit. On entend le bruit de cette eau qui dévale des centaines de mètres. Donc voilà, la plus grande chute, elle fait 108 mètres de haut. Donc, on entend ce bruit un peu assourdissant
mais qui est constant. Et puis, avec ces jeux de lumière et ces petites gouttelettes, ces embruns, on a des magnifiques arcs-en-ciel. Donc, on est parti très, très tôt ce jour-là, justement, pour avoir la bonne lumière et bénéficier de ces paysages magnifiques et de ces couleurs magnifiques de Victoria Falls. Les chutes, en tout cas. Donc, Christian l'a évoqué, donc ces chutes, en tout cas, nous, on les connaît dans leur histoire européenne par la découverte de David Livingstone en 1855, donc, qui, lui, justement, avait entendu parler de ces chutes par plusieurs membres de la tribu des Makololo qui connaissaient la région et qui l'avaient durant son itinéraire de missionnaire en Afrique australe, qui lui avait parlé de ces chutes, de ces Musi Aotunière, donc la fumée qui gronde. Et il l'avait emmené sur une des îles vraiment en bordure de chute. Et c'est là qu'il aurait dit, voilà, ce qui est écrit à l'écran: rampant avec crainte jusqu'au bord, je regardais en bas vers une large faille s'étendant de rive en rive sur le large Zambèze, et vis qu'en courant d'un millier de mètres de large se jetait en contrebas sur une trentaine de mètres et se comprimait soudainement en une zone de 15 à 20 mètres, le spectacle le plus merveilleux auquel j'ai assisté en Afrique. Et en effet, c'est vraiment un spectacle majestueux. Alors ici, sur l'image, vous les avez en période humide, mais nous les avons vus en fin de saison sèche, ce qui était aussi un spectacle très, très particulier et très touchant. Alors, juste ma petite parenthèse géologique, voilà, je mets une petite casquette de géologue. Donc, ce qui est aussi très intéressant dans cette région, c'est que Victoria Falls, en fait, c'est vraiment un héritage de la séparation d'un supercontinent que l'on appelait le Gondwana, qui réunissait ce qui est actuellement nos plaques d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Inde et puis d'Antarctique. Donc, Victoria Falls, en fait, marque la signature de ce début d'ouverture, de dislocation, on va dire, de ce... Ah, je ne vois plus l'écran. Ouais. Donc, ça marque le début de cette ouverture et qui va créer, en fait, du volcanisme. Donc, tout ce que vous voyez en vert sur la carte, ce sont des basaltes. C'est vraiment l'illustration d'une activité volcanique intense qui va ensuite remonter en surface, refroidir et puis créer des failles. Et ces failles qui sont aujourd'hui, en fait, que l'on voit aujourd'hui, donc ici sur une image satellite, ce sont les fameuses gorges de Bakota, avec, vous voyez, toutes ces... Je montre avec la souris, mais c'est un peu... Toutes les linéaments que vous voyez, ce sont des failles qui ont été créées au fur et à mesure des milliers d'années. Et puis, avec le Zambèze, donc qui va emprunter ces failles pour finalement rejoindre le Mozambique et se jeter dans l'océan Indien. Donc, c'est l'image que l'on voit juste ici avec la partie supérieure du Zambèze qui est très, très large et puis qui, au final, vient se condenser dans ces gorges et au niveau des chutes Victoria. Je vais arrêter sur la partie géole, sinon je vais partir trop loin. Mais voilà, sachez que voilà, c'est une histoire vraiment très très riche et que tout est lié en fait. Je reviendrai quand je parlerai de l'Okavango. Donc des images, voilà, quand même quelques images de Victoria Falls, du fameux canyon, donc de 1,7 km dans ces basaltes. On voit bien ces blocs là, il y a un découpage vraiment en blocs du basalte. C'est pas une érosion comme on peut voir sur certaines falaises. Qui est très lisse, voilà, c'est un découpage vraiment assez découpé, j'ai envie de dire. Et puis, donc là, la partie que je vous ai montrée, elle était plus vers l'aval. Ici, on va remonter sur la partie amont, donc plus vers le Zambèze quand il est assez large. Et on voit bien un peu ces volutes de gouttelettes sur la photo de gauche. Et puis, sur la photo de droite, vous avez la chute la plus emblématique, j'ai envie de dire, c'est la cataracte du diable, qui est non pas la plus haute, mais vraiment celle où il y a le plus de débit. Et faut bien le dire, même en période sèche, elle est sacrément impressionnante. Voilà un petit tour des chutes de Victoria. Et puis, on va passer juste après sur notre premier safari que l'on a fait au niveau du parc national de Zambézie, donc vraiment encore dans ce contexte des bords du Zambèze.
Donc, c'est un parc national qui est petit par rapport à ceux que l'on va voir par la suite, hein, puisque celui-ci, il fait 560 km². Donc, c'est déjà une grande surface. Hein. Quand on a une demi-journée de safari, on est bien loin de pouvoir tout couvrir. Mais de par la proximité de l'eau, eh bien, on a quand même eu une grande diversité d'animaux que l'on a pu observer. Donc, vous avez en haut des zèbres du Cap. En bas à gauche, alors on a peut-être un peu de mal à les voir parce qu'ils se confondent un peu, mais ce sont des kobs à croissant, voilà, qui nous regardaient de loin. Des impalas, ça on en verra souvent, mais elles sont totalement gracieuses que je voulais les mettre. Des koudous. Alors les koudous, moi je suis tombée amoureuse des koudous. Je trouve ça magnifique avec leurs cornes en spirale. Des éléphants qui se sont un petit peu cachés sur cette première partie de safari, et puis des girafes. Et bien sûr, c'était le premier contact avec les oiseaux des bords de fleuve, mais on va voir nos premiers martins pêcheurs-pies, nos premiers aigles pêcheurs. Et puis, en bas à droite, vous avez un guêpier à front blanc. Voilà, donc ils étaient assez loin. J'ai fait mon possible pour avoir des photos potables. Mais voilà, sachez que voilà, il y a de toute manière une grande faune dès qu'on est près des points d'eau, comme le disait Christian. Ensuite, nous allons passer à la deuxième étape de notre, troisième étape, si on compte Victoria Falls, de notre voyage, qui est le parc Hwange. Donc là, on va vraiment s'éloigner, évidemment, des abords du Zambèze. Donc, on va trouver un contexte, des paysages vraiment très différents. Et c'est aussi la grande force de la conception de ce voyage, c'est vraiment la grande diversité des paysages, en plus de la diversité de la faune que, bien sûr, on a trouvée. Donc, on va arriver au lodge Iganyana Lodge, qui veut dire littéralement Likaon. Voilà, Iganyana en langue locale, c'est le Likaon. Donc ça, c'est une vue depuis l'espace extérieur, tout près de la terrasse, tout près de l'espace de vie. Et dans ce lodge, ce qui était vraiment sympa, c'était qu'on était logé sous tente. Donc c'est vraiment des tentes où il y a tout le confort, hein, et en plus, voilà, on a cette atmosphère de bruit, notamment la nuit. Il y avait des sensations qui étaient assez irréelles avec voilà, quand vous entendez des lions rugir à proximité ou les buffles qui passent près des tentes, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique sur ces ambiances. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, de ce lodge, on était à proximité du parc Hwange. On a fait presque 2 jours à Hwange. Donc, il y a un parc, voilà, complètement différent des abords du Zambèze, beaucoup plus de savane sèche. Et puis voilà, on a vu vraiment un grand nombre d'éléphants, vraiment des hardes. J'étais incapable de compter le nombre que l'on a vu, mais voilà, ce style de vision, c'était très courant. Ces éléphants qui rejoignent les points d'eau. Donc les points d'eau, voilà, comme l'a dit Christian, qui sont aussi souvent entretenus par l'homme. Donc ce sont des mares qui sont issues de pompage grâce à des panneaux solaires. Donc de manière à garder les éléphants dans ce parc de Hwange qui fait 14 000 km². Donc c'est un grand parc. Mais comme l'a dit Christian, eh bien ces éléphants, s'il n'y avait pas ces points d'eau finalement qui étaient entretenus, eh bien, ils auraient tendance à migrer vers d'autres zones, et notamment le Botswana. Et on sait, comme l'a dit Christian, que le Botswana a quand même une grande concentration d'éléphants aujourd'hui, 130 000, ce qui commence à poser quelques soucis au niveau de la cohabitation avec l'humain. Alors ça, c'est un sujet, hein, entre voilà, à qui appartient la terre en fait. Est-ce que on devrait plutôt donner la priorité aux hommes ou aux éléphants? Mais en tout cas, le choix à Hwange est fait de manière à privilégier de conserver de l'eau, même en saison sèche, pour maintenir les populations ici et éviter voilà, tout excès de migration, on va dire, vers le Botswana notamment. Donc voilà, beaucoup d'éléphants à Hwange, mais on n'a pas vu que ça, j'y arrive. Et voilà, comme je vous ai dit, moi j'adore ces ambiances de coucher de soleil, donc je vous ai mis quelques photos de belles lumières du soir.
voilà, avec ses notes de violet et de rose. Donc, pas que les éléphants. En effet, on a vu donc, il y avait des zèbres du Cap, un crocodile qui était... on s'est tous posé la question de comment il était arrivé un petit peu ici, mais c'était intéressant de l'observer. Et puis, c'était la première fois aussi qu'on a pu voir des lionnes. Donc, ces lionnes, là, j'ai un peu zoomé, mais en fait, il y en avait 4. 4 lionnes qui se reposaient. On a pu les observer pendant un bon bout de temps. Elles n'ont pas bougé. Certaines se sont déplacées. Voilà, c'est rigolo de les voir se déplacer au gré de l'ombre qui se déplace elle aussi. Voilà, elles n'étaient pas hyper actives, mais en tout cas, c'était une belle observation et on verra qu'on a eu la chance d'en revoir par la suite. Voilà, au niveau de Hwanghae aussi, des oiseaux comme le calao à bec jaune. Il y en a d'autres, mais que je n'ai pas mis sur la photo, bien sûr. Des girafes. Et puis j'ai un trou, mais en gros, encore une abondance de faune ici. Donc, ce qui a été aussi marquant, enfin, de mon point de vue, à Hwanghae, c'est qu'on a vraiment eu la chance de voir des choses très, très rares. Et ça, nos guides nous l'ont vraiment répété, de même que les personnes qui tenaient le lodge, dans le sens où on a pu voir des lycaons. Et pourquoi c'est rare? Parce que les lycaons, d'après les guides, il n'y en a que 200 à Hwanghae, donc sur 14 000 km². Donc les photos ici sont un peu floues, ne sont pas de la meilleure qualité, mais je remercie sincèrement les passagers qui me les ont fournis, Jean Desjardins et Françoise Mouchet, puisque ça a été vraiment une apparition très très furtive, très inattendue, puisqu'on sortait juste du lodge. Et cette meute de lycaons a déboulé et en, je sais pas, en 1 ou 2 minutes, eh bien, elle est partie, elle a traversé la route et puis on les a plus revus. Donc, je n'ai pas eu la chance moi-même de prendre des photos, mais c'était quand même quelque chose d'assez particulier à observer. Une autre chose que l'on a eu vraiment beaucoup de chance de voir, je vais m'attarder un peu sur cette observation. Donc, c'est une famille de guépards. Donc, on voit ici un jeune. On va apprendre par la suite qu'il avait 6 mois. Et puis, dans les fourrés, alors, je n'ai pas de photos. Moi, de mon point de vue, je ne les ai pas vus, mais il y avait la mère et puis un autre jeune qui avait 18 mois. Et donc, voilà, il venait de tuer, enfin, la mère venait de tuer une impala. Et on a vu ce petit jeune curieux qui sortait la tête de temps à autre, qui sortait parfois juste pour faire le tour du bosquet. Et ça a été assez incroyable d'avoir cette scène. Alors, hasard ou pas, on a eu l'occasion et la très belle chance, le midi où on a fait cette observation, sur notre lieu de pique-nique, de rencontrer 2 scientifiques, 2 chercheurs qui étaient à l'université du Zimbabwe et qui étudiaient les populations de Hwanghae, les populations de guépards au sein de Hwanghae. Et après avoir vu les photos, le chercheur qui était plus dans la partie identification nous a dit que, eh bien, à l'heure actuelle, dans leur classification, il y avait 18 guépards seulement à Hwanghae. Donc sur 14 000 km, pareil, vous voyez qu'on avait très très peu de chances d'en voir. Et suite à vraiment l'auscultation, enfin, j'ai envie de dire le détail des photos qu'il a vues, eh bien, il nous a dit que ce jeune petit guépard-là, de 6 mois, il ne l'avait jamais vu. Donc, aujourd'hui, on va dire peut-être grâce en tout cas à certaines personnes qui lui ont montré ces photos, eh bien, il y a un 19e guépard qui a pu être identifié à Hwanghae. Donc, c'était une source vraiment peut-être pas de fierté, mais en tout cas de réjouissance sur cette journée-là, en tout cas. Donc, ça fait partie de la magie des voyages et des rencontres également. Une autre... attendez, j'arrive plus à... voilà. Donc, pour finir sur Hwanghae et puis sur le lodge est vraiment très, très bien fait, très, très bien aménagé. Voilà, avec cette grande terrasse, ce feu, avec une piscine juste devant où on a pu voir certains soirs des éléphants. Vous voyez la proximité à laquelle sont les personnes qui sont à table. Ça, c'était aussi un spectacle magnifique et qui marque l'esprit.
Donc, je vais poursuivre sur notre troisième étape, donc le fleuve Chobé, dont Christian a parlé, voilà, qui se trouve dans cette petite bande de terre, enfin, de territoire namibien. Donc, de Kazan, on est passé d'abord au Botswana, puis en Namibie, pour monter sur le bateau qui nous a hébergés pendant 2 jours, qui s'appelait le Zambezi Queen, qui sera différent sur le prochain voyage. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu quelques photos de la vue, enfin, de ce qu'on peut voir du bateau. Donc voilà, les berges avec au loin des buffles. Et puis ici, on avait notre premier hippopotame à terre. Donc c'était aussi, on verra beaucoup par la suite, mais là c'était le premier. Et c'est toujours touchant de voir ces premiers hippopotames sur leurs pattes plutôt que dans l'eau. Donc, comme l'a dit, comme l'a souligné auparavant Christian, ces bords de rivières sont incroyablement peuplés par de nombreux oiseaux, par la faune, les mammifères à 4 pattes. Vraiment, pendant 2 jours, je pense qu'on n'a pas eu de moment où on ne savait pas où regarder. C'était riche de partout. Et moi-même, n'étant pas hypersensible aux oiseaux, eh ben, j'avoue que je me suis vraiment prise d'intérêt et je vais pas dire de passion quand même, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette vision des oiseaux, la proximité que l'on a pu avoir. Voilà, comme ces guêpiers carmins, ces cigognes, les cormorans. Je vais en montrer quelques-uns après. Aussi des particularités, des choses qu'on ne voit pas vraiment par chez nous, hein, comme ce jacana sur la partie gauche, le jacana d'Afrique. Donc, aussi appelé l'oiseau de Jésus. On a l'impression qu'il marche sur les nénuphars avec ses grands pieds, ses grands doigts. Aigle pêcheur, ici au milieu, et puis des becs en ciseaux, des martins pêcheurs. Voilà, je n'ai pas toute la variété des oiseaux, mais c'est vraiment un vrai paradis pour les ornithologues, ça c'est certain. Il y avait même des bateaux spécialement pour les ornithos avec des pieds fixés. Voilà, on en a vu beaucoup. Bien sûr, voilà, autre que les oiseaux, beaucoup d'hippopotames, des buffles, des grands troupeaux de buffles. Et vraiment, ce qui est vraiment génial, c'est cette proximité que l'on peut avoir sans avoir l'impression de déranger les animaux et tout en nous sentant, nous, en sécurité. Donc, c'est vraiment un lieu pour ça qui est absolument magique. Beaucoup de crocodiles, des impalas, bien sûr, et des koudous, voilà, mes favoris, des girafes, phacochères, et voilà, je pense que j'ai à peu près toutes les espèces ici, le babouin de Chacma, les éléphants, et cette photo que beaucoup de passagers ont attendu avec les hippopotames avec leur gueule grande ouverte. Il a fallu de la patience, mais on l'a eu. Donc voilà, pour la rivière Chobé, un moment vraiment une ambiance très bucolique, très poétique, et voilà, qui nous a permis de naviguer, de voir vraiment un contraste en tout cas par rapport à Hwange. Et on verra que même s'il y a la proximité de l'eau, et au niveau de l'Okavango, ça va encore être différent. Bon, une dernière activité qui nous a été proposée, donc ça a été la visite d'un village, un village qui était d'ailleurs celui de plusieurs personnes qui travaillaient à bord du bateau. Donc là, voilà, certains, dont moi, ont été conviés à danser. Voilà, donc je me suis prise au jeu. Mais c'était vraiment très, très touchant de voir ces personnes qui sont toujours avides de partager leur quotidien, de nous offrir leur chant, leur danse, de nous accueillir chez eux. Donc ça fait aussi partie, je trouve, de l'esprit du voyage, puisque je parle de ces personnes, mais en gros, toutes les personnes que l'on a rencontrées, que ce soit les guides, que ce soit les tenants de lodge, que ce soit les personnes qui s'occupaient de nous pour la cuisine, toutes les personnes étaient vraiment adorables et sont toujours friands de partager leur vie, leur quotidien et leur amour aussi pour leur pays. Donc, dernière étape de ce voyage, et non des moindres, qui était très attendu, l'Okavango, ce grand delta dont Christian a parlé aussi. Je vais juste vous montrer voilà, les petits avions sur lesquels on y accède.
depuis Kazan. C'est ce type d'avion, il y a à peu près il y a 11 places. Et voilà, c'est très stable, hein, ne vous inquiétez, voilà, faut pas s'inquiéter là-dessus, mais voilà, ce sont pas des sensations aériennes dont on a forcément l'habitude, mais on peut en tout cas profiter d'une belle vue sur ce qui se passe en dessous de nous, et notamment voilà, sur ces parties de delta où on peut voir les chenaux qui commencent à voilà, qui divergent, et puis les zones un peu plus sèches, voilà, comme sur cette photo sur la droite. Donc, une petite carte de l'Okavango, enfin en tout cas du système, comme l'a dit Christian. Donc, ce delta trouve sa source par plusieurs fleuves qui viennent des hauts plateaux de l'Angola. Et la particularité du delta, c'est que c'est un delta intérieur. Donc, c'est un phénomène que l'on voit seulement, juste avec le delta du Niger seulement. Donc, c'est-à-dire que le delta ne va pas se jeter, comme c'est classiquement le cas dans la mer ou dans l'océan. Le delta s'interrompt, en fait. Il se stoppe dans le désert du Kalahari. Et donc, par imprégnation, je ne trouve plus mon mot, mais bref, l'eau va, par infiltration, l'eau va s'interrompre. Et puis, sur cette carte, alors peut-être le détail, il faudrait un peu zoomer, mais en gros, toute la base, toute la partie terminale du delta se finit sur une faille. Donc, il y a ce jeu de la faille aussi qui va interrompre l'écoulement de l'eau et qui va bloquer toute cette eau au niveau du delta. Donc, je pourrais parler aussi de la création du delta qui est assez particulière, puisqu'il faut voir que le delta, il est assez récent au niveau géologique, en tout cas, puisqu'il a à peu près 10 000 ans. Et avant la mise en place du delta, il y avait ce qu'on appelait, ce qui est encore appelé aujourd'hui, mais il y avait un immense lac que l'on voit vers le sud. Alors, ça m'embête de ne pas voir cette souris, mais vers la partie un peu en bas à droite de l'image, vous avez les Magadi Pans. Et en fait, à l'époque, avant ces 10 000 ans, il y a 1 ou 2 millions d'années, il y avait un immense lac, le lac de Magadi qui en fait faisait presque 20 000 km². C'était un très grand lac de 30 mètres de profondeur. Et puis, il y a eu un événement, un bon moment, qui a fait que ce lac, au fur et à mesure, eh bien, il s'est vidé vers le Zambèze, vers les chutes Victoria. Et cette vidange, en fait, et ça a complètement remis, je vais mettre juste la carte derrière, ça a remobilisé et ça a réorganisé tous les fleuves, et ça a notamment remis en contact la partie supérieure du Zambèze avec la partie inférieure. Donc, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que les chutes Victoria se sont mises en place. Donc, d'une certaine manière, la création du delta de l'Okavango est un peu liée aux chutes Victoria. En tout cas, il y a une certaine continuité historique. Donc, premières images du delta de l'Okavango. Après que l'on ait atterri, hein, l'atterrissage est assez spectaculaire, puisqu'on arrive au milieu de nulle part, sur une piste en terre. Et puis tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Et puis là, on est pris en charge par les équipes du lodge qui viennent nous chercher en 4x4. Et avant même d'aller au lodge, on a fait une petite partie de safari, où on a vu déjà quelques espèces ici de mammifères. Voilà, déjà une belle diversité de faune. Et voilà, je vous laisse juste profiter de ces images voilà, de pleine d'inondations, telles qu'on les nomme, avec un premier éléphant ici. Et on va rejoindre notre lodge, qui est, comme l'indiquait Christian, sur pilotis. Donc à cette période-là, pas de problème d'eau. C'est plutôt voilà, pour laisser en fait des voies aux animaux. Et en fait, tous les pilotis, après, abritent des tentes, puisqu'on est logé sous des tentes, sur tentes. Même principe qu'à Hwange. Donc, voilà, une belle terrasse pour nos observations du matin. Ça, c'était sur un petit déjeuner. Donc, évidemment, quand on se lève et qu'au lever du jour, eh bien, on voit un troupeau de buffles devant soi,
c'est quand même majestueux et ça crée des bons souvenirs. Alors, aussi sur la partie Okavango, on a eu la chance d'avoir une activité proposée qui a été effectuée par quasiment tout le monde, je pense, qui a été la promenade en barque traditionnelle qui s'appelle les Mokolo. Traditionnellement en bois, ici, elles étaient en fibre de verre pour des questions, voilà. C'est des évolutions qu'ils font pour que ça pèse moins lourd, notamment. Mais voilà, chaque Mokolo a son guide, enfin son pilote, on va dire, qui va contrôler et faire avancer la pirogue avec ses longues perches. Donc c'est un moment qui est très agréable. On est vraiment au ras de l'eau. C'est ça qui est très très agréable. Et puis on se laisse porter. Voilà, donc une très belle expérience que cette balade sur ce bras d'Okavango en Mokolo. Donc bien sûr, là, je vous parlais de la diversité de la faune. Donc on a vu voilà, des oiseaux. Alors je ne sais plus le nom de celui-ci. Il faudra que Christian me redise. Buffles, les autruches. Voilà, c'est la première fois qu'on voyait des autruches, girafes. Et puis, en plus, je l'ai remis cet oiseau. Des éléphants, des rongoliates, zèbres des plaines. Voilà, on a pu avoir une autre espèce de zèbre ici qui se distingue des zèbres du Cap par les rayures qui ne sont pas exactement les mêmes au niveau des pattes et de la croupe notamment. Et puis, voilà, je vous parlais des lions tout à l'heure, mais c'est vraiment un endroit où on a pu voir énormément de lions, de lionnes, et voilà, qui étaient soit en mode repos, on va dire, comme ces deux lions ici qu'on a pu approcher vraiment, voilà. On les a pas perturbés outre mesure, ils ont continué à dormir. Et puis souvent, voilà, des scènes de nourrissage, ouais. Enfin, en tout cas, où le lion finissait de se nourrir sur une carcasse. Ouais. Un autre moment qui a été vraiment mémorable, c'est, qui souligne aussi la chance que l'on a eue encore, c'est cette observation de léopards qu'on a eue le dernier soir. C'est une des voitures, voilà, en fait, plusieurs voitures étaient parties pour le lieu de l'apéro, j'ai envie de dire. Et puis, une voiture a repéré ce léopard. Donc, j'ai encore un passager qui m'a gentiment passé cette photo de gauche où on le voit vraiment bien éclairé parce que la nuit tombe vite et moi, je suis arrivée quand le jour était déjà un peu tombé. Mais c'était exceptionnel de le voir bien posé sur sa branche et ensuite descendre nonchalamment, tout tranquillement, malgré la proximité des voitures. Il est reparti doucement vers les bosquets. Et voilà, on l'a chaleureusement remercié de s'être montré ce beau léopard. Une dernière image qui était assez exceptionnelle aussi, encore des guépards, mais ceux-là, pour la petite histoire, alors ils n'ont pas été vus par tout le monde parce que c'était le dernier matin. Et puis certains ont tenu à quand même se lever et faire un dernier safari. Voilà, je me suis joint au groupe et en fait on est parti avec les rangers qui avaient une petite idée de où nous emmener et puis rapidement ils ont repéré des traces, les traces de guépard et pendant 2 heures ça a été une traque incroyable où ils ont repéré telle trace de patte, telle éclaboussure d'urine sur un arbre. Enfin, voilà, c'était passionnant de les voir scruter tout autour. Et puis finalement, au bout de 2 heures, ils ont finalement retrouvé ces 4 guépards, cette fratrie de 4. Et on voit bien, alors sur l'image du bas, ils sont les 4, il y a juste une petite tête à l'arrière. Et on voit bien comment ils étaient bien repus. On avait trouvé une carcasse juste avant, donc le ventre est extrêmement bombé. Et donc voilà, on a pu avoir une observation aussi magistrale puisqu'ils n'avaient aucune envie de bouger. En tout cas, juste d'une ombre à l'autre. Voilà, j'en termine avec encore les images de coucher de soleil. Ça, c'était souvent ce qu'on voyait au moment de l'apéro. Et puis, ces moments voilà, où on prenait un verre ensemble. Ensuite, on revenait de nuit. Donc ça, c'était aussi une partie qui a été beaucoup appréciée. Ce safari de nuit à la lumière des spots, à la lumière des phares,
On a pu voir quelques coyotes, des lapins sauteurs. C'était vraiment voilà, des ambiances aussi particulières et qui ont beaucoup plu. Voilà, c'est ma dernière slide avec une petite photo de groupe. Je tenais à remercier les passagers avec qui j'étais. Je pense qu'ils vont garder des bons souvenirs de ce voyage. En tout cas, je les remercie pour leur patience, leur ouverture, leur compréhension par rapport aux aléas qu'il y a eu. Les voyages, c'est toujours un peu comme ça. Il y a toujours des imprévus. Et voilà, je suis assez certaine qu'ils vont garder des souvenirs et que maintenant qu'ils ont goûté à l'Afrique, c'est en quelque sorte des ambassadeurs de ces terres africaines et qu'ils pourront partager ce qu'ils ont vu avec le cœur et peut-être revenir aussi sur un prochain voyage. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, je suis Isabelle et je vais vous présenter un petit peu le lodge et le bateau que nous aurons l'année prochaine. Alors après la présentation de ces différentes régions et des parcs, eh bien l'année prochaine on change quelque peu le programme avec un bateau et un lodge un peu plus intimiste encore, puisque la capacité sera maximum de 16 passagers, et avec une nouvelle destination, comme vous l'avez compris, qui est le lac Kariba. Donc, le programme commencera par la rivière Chobé, où les passagers dormiront dans un très très joli lodge, le Cascade Lodge, qui n'a uniquement que 8 chambres, 8 bungalows. C'est un lodge qui a été rénové en 2018 et qui est situé sur une île privée sur la rivière Chobé. Donc, inutile de vous dire que vous serez immergé dans la nature avec personne, pas âme qui vive à part votre groupe. C'est un lodge qu'on peut considérer comme haut de gamme avec la nature en visu, puisque partout dans le lodge, on est immergé dans la pleine nature et on a vue sur le fleuve. Tout comme les bungalows, chaque bungalow ont vue sur le fleuve et la décoration de ces bungalows est une décoration évidemment ethnique et locale. Ce sont des grands bungalows. Vous allez avoir tout le confort dans un bungalow qui fait 80 mètres carrés, qui est composé d'une terrasse et d'une petite piscine privée avec des transats. Donc, de votre petite piscine, vous pourrez observer la vie sur le fleuve. Les bungalows ont une chambre et avec un lit king size, un grand lit de 160 de large, un petit coin salon, une vaste salle de bain avec douche et baignoire. Et pour accompagner la piscine extérieure, il y a également une douche extérieure dans chacun des bungalows. Bien sûr, il y a la Wi-Fi dans le lodge et le restaurant. C'est un large restaurant qui est ouvert aussi sur la nature avec des grandes baies vitrées et une grande terrasse. Donc, très, très beau lodge, 8 bungalows uniquement et donc uniquement pour grands espaces. Après ces quelques jours sur la rivière Chobé, eh bien, comme dans l'Okavango, il y a des petits avions, et là de 8 places, pardon, qui vous mèneront à Kariba. Donc, vous survolerez toute cette région. Et à Kariba attend le bateau African Dream. Donc, l'African Dream est un bateau tout neuf, qui a quelques années, qui a été construit en 2018, exclusivement pour naviguer sur le lac Kariba. Pour la petite histoire, il a été construit au Zimbabwe et il a été transporté en 2 morceaux sur 850 km jusqu'au lac Kariba pour être assemblé sur place et fini d'aménager sur place. Donc, l'histoire est assez belle. C'est un petit bateau de 33 mètres de long, 8 mètres de large, 3 ponts. C'est un tout petit bateau, évidemment. 8 cabines seulement, de 18 mètres carrés, ce qui est une jolie superficie pour un si petit bateau. Vous avez 2 types de cabines. Les cabines avec balcon à la française et 2 cabines avec balcon privé.
Alors, évidemment, dans ce type de destination, il faut des baies vitrées partout. C'est vraiment une ouverture sur l'extérieur pour pouvoir admirer à tout moment la nature. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des baies vitrées partout. Toutes les cabines sont donc en immersion totale sur la nature. Et quand vous voyez les cabines avec les grands lits face à la baie vitrée, ben, on peut imaginer les beaux moments et les belles observations que vous pourrez faire. Donc, je disais 3 ponts, un pont avec les cabines, un pont avec le restaurant et un salon-bar. Et puis le pont supérieur, c'est le pont que l'on appelle le pont Solarium, avec une vue à 360 degrés sur la nature environnante. Donc voilà, un très joli bateau, très confortable, soigné, évidemment, décoration soignée. Et comme je le disais, construit spécifiquement pour naviguer sur ce très beau lac Kariba. Et là aussi, les touristes seront peu nombreux puisque il est encore confidentiel ce lac et il est principalement visité par les locaux ou par les pays limitrophes. Donc voilà pour ces 2 modes d'hébergement splendides pour ce prochain voyage de 2024. Et je redonne, j'imagine, la parole à Christian. Oui, mais je vois que l'heure tourne. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est encore une fois, vous vous êtes rendu compte que à partir de l'année prochaine, donc on va vers ce lac que j'ai pour ma part souvent visité et que la découverte au travers d'un bateau est certainement importante. La croisière prendra donc plus d'importance par rapport au circuit à partir de l'an prochain. On change ces voyages de manière régulière, en permanence, ouvert sur ce qui se passe dans la région, sur les avis, vos avis, ouvert aussi sur les nouvelles opportunités, et ce bateau est effectivement une nouvelle opportunité, donc qui va être des nôtres. Laureline, peut-être? Merci à tous, oui, pour ces interventions. Je crois que ça a donné l'envie de partir à beaucoup, en tout cas c'est mon cas. Juste, je vais passer, alors on a répondu à beaucoup de questions déjà dans le chat. Une dernière question qui est apparue là et que je vous pose en direct, à laquelle on peut répondre. Combien de temps donc sur le bateau pour le voyage donc de l'an prochain? Alors, c'est 4 jours à la rivière Chauvet et 4 jours sur le lac Kariba. Voilà. Merci et je vois effectivement 3 jours sur le Chauvet en revenant le point de départ le soir. Il y a des avantages et des inconvénients. Hein. L'important, si on a, et c'était le cas par exemple pour le Zambezi Queen, la politique du Zambezi Queen consistait à avoir véritablement des gens locaux, que les serveurs soient locaux, les machinistes, enfin il n'y en a pas 500, mais le machiniste, que tout le monde soit local, et que ainsi ils puissent aller chez eux le soir, soit en bateau, soit avec le gros bateau. Et l'autre chose, c'est que nous avons pris un bateau allez, je vais parler d'écologie, hein, qui a une propulsion diesel et donc qui est une propulsion, je dirais, normale pour un bateau, alors que le Zambezi Queen, lui, a été conçu pour une propulsion qui maintenant est devenue diesel, en partie, mais qui est principalement solaire. Donc, dès qu'il y a un petit peu de vent ou dès qu'il y a du vent, tout simplement, ben, ma foi, on ne peut pas aller très loin. Donc, c'est pour ça que on prend un espace qui est gigantesque, je vous le rappelle, 220 km de longueur, 40 de largeur, qui est le lac Kariba, et qui permet de se promener facilement de rive en rive, quoi, et de ne pas être pris par le corset, je dirais, d'un fleuve. Alors, une autre question. Oui, quelles observations on peut faire à Kariba? Voilà. Tout. Voilà. Hippopotame, crocodile. Alors, il faut savoir qu'il y a des excursions qui sont faites depuis le bateau, des excursions parfois en 4x4. Bon, principalement la faune qui vient de l'eau ou la faune de l'eau. La faune de l'eau, c'est-à-dire les hippopotames, les crocodiles,
ou qui viennent à l'eau, c'est-à-dire les grandes populations d'oiseaux, ou alors de l'autre côté, les autres animaux. Les prédateurs aussi viennent de temps en temps boire, tout le monde doit boire. Donc c'est ça l'intérêt, et on est, nous, aux premières loges de ces animaux qui arrivent. Et alors, dernière question, je pense, avec laquelle nous conclurons. Les animaux, nous dit-on, ne semblent pas farouches, pas de problème de braconnage sur le secteur? Si. D'abord, à Victoria Falls, il faut savoir que, paradoxalement, les plus gros problèmes de braconnage sont des braconnages sur les arbres. On coupe des arbres, et c'est pourquoi on n'a plus de mokoro en arbre aussi, c'est parce que les grands arbres deviennent rares et qu'il y a une forte surveillance pour qu'on ne coupe pas les grands arbres. Ensuite, en revanche, il y a un braconnage général. Même si ce braconnage est lourdement serré par les brigades anti-braconnage, le braconnage existe toujours. En revanche, paradoxalement, c'est pas le braconnage qui effraie énormément les animaux, et les animaux, eux, ont une image qui est celle du véhicule ou celle du bateau ou celle du petit bateau qui n'est pas dangereuse. Le braconnier se déplace à pied. C'est une silhouette verticale, la silhouette de l'homme. C'est la même chose que dans nos régions, si je puis dire. Quand vous êtes en voiture, souvent un chevreuil ne part pas, mais dès que vous sortez de voiture, il s'enfuit. Donc c'est pour ça que les animaux paraissent peu farouches. Et ensuite, il faut quand même le dire, nous sommes la plupart du temps, c'est peut-être la chose la plus essentielle, dans des parcs nationaux où les animaux savent qu'ils ne sont pas chassés, et ce sont des sanctuaires. Par exemple, il y a près de, en Namibie, dans la partie namibienne notamment du fleuve Chobé, il y a des éléphants qui dévastent des cultures. Ces éléphants sont repoussés à l'aide de pétards, d'explosifs, je veux dire, et si ça va pas, ils sont tués. Mais c'est en dehors de la limite du parc. Donc, les animaux de ce fait-là sont habitués à un homme pacifique, je dirais. Merci Christian pour ces réponses, et puis merci à tous pour vos interventions. Donc vous pouvez évidemment retrouver les voyages prévus donc en 2024 sur nos brochures et sur le site de Grands Espaces. Donc il nous reste de la place pour nos voyages 2024, donc notre circuit en Namibie qui aura lieu du 20 septembre au 1er octobre 2024, et puis 2 dates pour les trésors de l'Afrique australe, du 14 au 23 septembre et du 23 septembre au 2 octobre. N'hésitez pas donc à joindre nos équipes si vous avez besoin d'informations complémentaires, puisque le programme, notamment des trésors de l'Afrique australe, a effectivement quelque peu évolué. Merci à tous pour vos interventions. Suite à ce webinaire, comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le replay de cette conférence qui sera sur YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité, pour voir les photos de nos différentes destinations. Et puis, merci encore d'être fidèles à tous ces webinaires qui s'enchaînent. Nous en referons prochainement sur les livres des éditions Escargot Savant, et reprendrons donc à la rentrée sur nos différentes destinations. Encore merci à tous intervenants pour vos interventions, et à tous participants d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.